Olive au marché, d'Amélie Fontaine, aux éditions Actes Sud Junior. Olive a une horloge dans le ventre. Tous les jours, à 12h moins 5, Olive a faim. Olive a très faim. Dans la cuisine, quelques chips oubliés. Mais les placards sont vides. Pas de quoi se faire un petit sandwich. Il est midi. Vite, Olive sort faire des courses. Elle dépasse sans s'arrêter le stand de hot dog. Au pas de course, elle traverse la fête foraine. À la boulangerie, elle examine les petits pains, étudie les grosses brioches. Chez le maraîcher, elle achète une courge spaghetti, des champignons d'une grande forêt et même une petite salade. Chez le fromager, des bleus, des chèvres, des fromages qui sentent fort. À la crèmerie, un flan tout tremblant. À la poissonnerie, une douzaine d'huîtres. À l'épicerie, des œufs à cuire au plat ou mimosa. Chez l'italien du coin, une pizza 4 saisons, des tortellini, des rigatoni, des raviolis, de la rosette, du salami, du chorizo chez le charcutier. À la pâtisserie, les Charlottes lui font les yeux doux. Elle hésite devant 1000 millefeuilles. Du traiteur japonais, elle emporte des sushis tout frais. Au marché exotique, elle choisit une mangue, presque mûre, une pastèque tout entière. Mais il est 12h30. Il est temps de rentrer. Le ventre d'Olive s'impatiente et gronde. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est un gros sandwich. C'est un beau sandwich. Quand soudain, la sonnette retentit. Oh zut, un invité surprise. Un rond sandwich et un beau sandwich. Et tout ça entre 2 tranches de pain. Bon, puisque tu es là, tu es invité à déjeuner. Avec le grand couteau, partageons tout en deux. Après tout, il y en a même assez pour toi. Croyez-moi, ce fut un bon repas. Et pour finir, ouvrons donc cette petite boîte de chocolat. Excellent ce petit café pour la fin. Il y a longtemps, très longtemps, un paysan et sa femme vivaient bien tristement. Ils étaient mariés depuis bien des années, mais aucun rire d'enfant n'était venu illuminer leur misérable chaumière. « Ah, disait souvent le mari, quelle faute avons-nous donc commise dans une vie passée pour n'avoir toujours pas d'enfants ?» Finalement, la femme a décidé de partir en pèlerinage pour aller prier au temple de Kanun, la bodhisattva de la compassion. Pendant ce temps, le mari, resté à la maison pour travailler dans les champs, accompagnait souvent sa femme par la pensée. Il répétait inlassablement « Que la bodhisattva Kanun entende sa prière !» Que la bodhisattva Kanun entende sa prière. Il ne pouvait s'empêcher d'y penser, d'y repenser. Et, un jour qu'il plantait des graines de melon d'eau, il a aperçu une grenouille et il s'est dit « Ah, si seulement la bodhisattva nous donnait un enfant, n'importe quel enfant ferait l'affaire, même de la taille d'une grenouille. Mieux vaut avoir un petit bout d'enfant que pas d'enfant du tout. » Des mois s'étaient écoulés. Les melons avaient bien poussé. Ils étaient énormes. La récolte serait bonne. La femme était rentrée de pèlerinage depuis longtemps, mais son ventre était toujours aussi plat.
Une nuit, le mari a fait un rêve étrange. Il voyait le ventre de sa femme aussi gros, aussi rond et lisse que l'un de ses énormes melons. À son réveil, il est allé cueillir le plus gros de ses melons. Il l'a posé contre le ventre de sa femme et lui a raconté son rêve. Elle a gardé longtemps le melon contre elle, l'a caressé doucement, comme si c'était son propre ventre. Puis elle s'est mise à pleurer. Jamais je n'aurai d'enfant. Les fautes de mes vies passées sont trop lourdes. Même la bodhisattva de la compassion ne peut rien pour moi. Et elle a reposé le melon sur la table. Le mari a dit, comme pour consoler sa femme, « Voyons si les melons de cette année sont aussi bons qu'ils sont gros. » Il a pris son couteau, choup, a commencé à couper une tranche. « Hé, attention, c'est dangereux, il y a quelqu'un ici !» Une petite voix venait de l'intérieur du melon. Le paysan, tout étonné, a reposé son couteau. Le melon s'est ouvert en deux et un petit garçon est sorti. Pas plus gros qu'un pouce, pas plus gros qu'une grenouille. C'était l'enfant que la bodhisattva leur avait envoyé. Il n'était pas grand, mais c'était mieux que pas d'enfant du tout. Et il était très mignon. Il avait l'air très intelligent. D'ailleurs, il savait déjà parler. Ses parents étaient très contents. Les paysans ont donné beaucoup de bouillie à cet enfant, dans l'espoir qu'il grandisse. Mais au bout de quelques mois, il n'avait toujours pas grandi d'un pouce. Alors, ils l'ont appelé Isunboshi, le garçon d'un pouce. Une quinzaine d'années s'étaient écoulées, mais Isunboshi n'avait toujours pas grandi d'un pouce. Il ne voyageait qu'accroché aux plis des vêtements de ses parents, de peur d'être mangé par un chat. Et comme ceux-ci étaient vieux et pauvres, ils ne quittaient jamais leur village. Isunboshi avait souvent entendu parler de Kyoto, la capitale du Japon à cette époque, avec ses palais, ses jardins, ses fêtes extraordinaires. Un jour, il a dit à ses parents qu'il s'ennuyait trop dans ce trou perdu. Il ne voulait pas rester plus longtemps ici, il désirait partir sans tarder, visiter la capitale. Sa mère s'est mise à pleurer. « Tu es trop petit, tu vas te faire dévorer en chemin par un animal. »« Ne t'inquiète pas, maman, je vais m'équiper comme un samouraï et je pourrai me défendre. » Et Isunboshi, d'une aiguille, s'est fait un sabre, d'un brin de paille, un fourreau, avec une coque de noix, un casque, avec un long clou, une lance. Son père s'est mis à rire. « Tu es si petit et la capitale est si loin que tu n'y arriveras jamais. Si tu marches sur la route, tu seras écrasé et si tu marches à travers champs, tu te perdras dans les herbes. »« Ne t'inquiète pas, papa, je vais voyager en bateau. J'ai appris que la rivière qui passe près de la maison se jette dans le fleuve qui traverse la capitale. » Isunboshi a pris alors un bol et 2 baguettes. Il a pris aussi un sachet de thé. Il l'a rempli de grains de riz cuits pour avoir à manger pendant le voyage. Comme ses parents, trop tristes, ne voulaient pas l'aider, il a fait rouler son bol jusqu'à la rivière en chantant « Je suis Isunboshi le samouraï, je ne crains rien malgré ma petite taille. En ce monde flottant où je voyage, mon cœur m'emporte vers la capitale. » En chemin, miaou, miaou, un chat blanc
l'a attaqué. Isunboshi s'est caché sous le bol, mais d'un coup de patte, le chat l'a retourné. Isunboshi, qui se tenait prêt, lui a enfoncé sa lance dans la patte. Miaou, 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 miaou. Le chat n'a pas demandé son reste, et notre petit samouraï a fait rouler son bol jusqu'à la rivière. Isunboshi a posé son bol sur l'eau. Il s'est assis dedans, comme dans une barque, et pash, pash, il s'est mis à ramer avec ses baguettes et, pour se donner du courage, il a chanté « Je suis Isunboshi, le samouraï. Je ne crains rien malgré ma petite taille. D'un tigre blanc, j'ai repoussé l'attaque. En ce monde flottant où je voyage, mon cœur m'emporte vers la capitale. » Comme il était entraîné par un fort courant, 3 jours plus tard, Isunboshi entrait dans la capitale. Glissant sur la plus belle avenue, le fleuve lui-même, il admirait les monuments. Alors qu'il passait devant un ravissant palais, il a eu très envie d'aller le visiter. Il a manœuvré pour accoster parmi un bosquet de roseaux. Il a tiré son bol sur la rive. Tss, tss, tss. Un gigantesque et sinistre serpent noir s'est glissé entre les roseaux. Il ouvrait son énorme gueule et montrait ses terribles crocs. Tss, tss. Le serpent a bondi. Isunboshi l'a esquivé et il a planté sa lance dans la gorge. Tss, tss. Le serpent cherchait encore à mordre. Isunboshi est monté sur son dos, a dégainé son sabre et lui a planté dans la tête. Le serpent était mort. Isunboshi s'est aventuré dans le jardin du palais. Après avoir escaladé un grand escalier, il est arrivé devant la porte d'entrée qui était fermée. Alors, il a crié « Y a quelqu'un ?» La porte s'est ouverte. Un garde, un samouraï, a passé la tête. « Y a personne. Bizarre, j'ai pourtant cru entendre quelqu'un. » Et il a refermé la porte. Isunboshi a de nouveau appelé. Le garde a de nouveau ouvert la porte. Toum, coutoum, coutoum, coutoum. A marché sur le perron, a regardé autour. « Y a vraiment personne ici. Quelqu'un veut me faire une farce ou quoi ?» Le samouraï a fait demi-tour. Coutoum, coutoum, coutoum. « Hé, attention, ne bougez plus, sinon vous allez m'écraser. »« Hein? Qu'est-ce que c'est ? » « Hé, regardez, là, en bas !» Le garde a baissé la tête. Entre ses pieds, il y avait un petit bonhomme, pas plus grand qu'un pouce. « Oh, t'es qui, toi ?»« Je suis Isunboshi, le samouraï. »« Toi, un samouraï ? Oh, oh, que t'es drôle ! On dirait un jouet vivant. Je vais aller le montrer au capitaine. » Le garde a pris délicatement Isunboshi entre ses 2 doigts et l'a montré à son capitaine. Celui-ci l'a montré à l'intendant, qui, à son tour, l'a montré au maître du palais, le prince de la 3e avenue. Le prince a fait monter le minuscule garçon dans sa main et lui a demandé « Qui es-tu, toi ?» Le garçon d'un pouce a dégainé son sabre, s'est mis à chanter et à danser ses combats. « Je suis Isunboshi, le samouraï. Je ne crains rien malgré ma petite taille. D'un tigre blanc, j'ai repoussé l'attaque. D'un dragon noir, j'ai transpercé le crâne. En ce monde flottant où je voyage, mon cœur me porte dans la capitale. » Oh,
a dit une jolie petite voix. Comme il est amusant, comme il est mignon. Je t'en prie, papa, donne-le-moi. C'était la fille du prince de la 3e avenue, une charmante princesse, à la peau de pêche, aux lèvres pareilles à une fraise, aux yeux gracieux comme un vol d'hirondelle. Son père lui a posé le minuscule garçon dans la main et elle l'a emporté dans la chambre. À partir de ce jour-là, Isunboshi et la princesse sont devenus inséparables. Il lui chantait des chansons, lui racontait des histoires, tournait les pages de son livre quand elle lisait, trempait son pinceau dans un encrier quand elle écrivait. Isunboshi voyageait toujours dans les manches ou dans le col du kimono de la princesse. Mais il était parfois très triste, car il était tombé amoureux d'elle. Et il savait qu'il était bien trop petit pour espérer l'épouser. Un jour, la princesse est partie se promener sur les pentes boisées d'une montagne. Isunboshi l'accompagnait, assis sur l'une de ses épaules. Ils étaient escortés par un samouraï. « Oya, oya, ça sent la chair fraîche par ici !» Soudain, derrière les arbres, ont surgi 3 ogres, un blanc, un rouge, un noir. Aussi grands que 2 hommes, ils étaient terrifiants, des cornes au milieu de la tête, un œil unique au milieu du front. Le blanc était armé d'un gourdin fait d'un tronc d'arbre. Le rouge avait un sabre de 12 pieds de long. Le noir, un petit maillet. « Oh, la belle princesse que voilà !» a dit l'un des ogres. « Ah oui !» a dit l'autre, « comme sa peau de pêche est appétissante !» Le samouraï, tremblant de pleurs, a pris ses jambes à son cou pour aller se cacher derrière un arbre. L'ogre blanc a attrapé la princesse, mais Isunboshi, qui se tenait prêt, a grimpé le long du bras du monstre. Il a ensuite escaladé le menton, le nez et pia, lui a piqué l'œil avec son aiguille. « Une bête m'a piqué! Ah, mon œil, L'ogre blanc a lâché la princesse et s'est roulé par terre de douleur. « La princesse, la bête est toujours là! Elle me pique encore! Au secours, je vois plus rien !» L'ogre rouge s'est penché sur son camarade pour l'aider. Mais Isunboshi lui a sauté sur son nez et pia, lui a aussi piqué l'œil. Le monstre s'est alors à son tour roulé par terre en hurlant. « La bête est sur moi maintenant! Vite, utilise ton maillet magique pour m'en débarrasser !» L'ogre noir a levé son maillet en disant « Frappe la bête !» Isunboshi est entré se cacher dans l'oreille de l'ogre rouge. Le maillet magique, qui volait dans les airs, n'a pas trouvé d'autre bête à frapper que la tête du monstre. L'ogre rouge était complètement assommé. L'ogre noir s'est alors approché pour voir ce qui se passait. Il s'est penché sur son camarade inanimé et pia, Isunboshi, qui se tenait prêt, lui a piqué l'œil. « Au secours, moi aussi la bête m'a piqué !» Et l'ogre noir s'enfuit en courant, en se cognant contre les arbres. Il avait oublié son maillet magique. Isunboshi s'est assis sur le maillet et a dit « Que je sois grand !» Et il est devenu aussi grand qu'un homme de taille normale. Il avait maintenant l'air d'un vrai samouraï. Quand la princesse a vu Isunboshi aussi grand, elle l'a trouvé très très charmant. Son visage s'est empourpré,
comme une fleur de pivoine rouge. Elle était tombée amoureuse de lui. Comme elle a lu la même chose dans le regard du jeune homme, elle a dit « Mon père vous permettra sans doute de m'épouser, car vous m'avez sauvé la vie. » Et ils sont redescendus de la montagne en riant. Et, tout à son bonheur, Issun-boshi avait oublié le maillet magique. Mais le samouraï qui était resté caché derrière son arbre, qui avait tout vu et tout entendu, était très jaloux, car lui aussi était amoureux de la princesse. Il voulait se débarrasser d'Issun-boshi et prendre sa place, en prétendant que c'était lui qui avait sauvé la jeune fille. Il est sorti de sa cachette et comme il n'osait pas se battre en duel, il s'est emparé du maillet magique, il l'a levé en l'air et a dit « Frappe !» Mais comme il n'a pas précisé qui frappait, bodon, 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 le maillet magique s'est mis à frapper sur son casque qui résonnait comme un gong. « Oh, crotte alors !» a dit le garde. Le maillet magique s'est aussitôt mis à faire des crottes sur sa tête. Et le samouraï a disparu sous une montagne de crottes. Issun-boshi n'a pas tardé à se marier avec la princesse. Ses vieux parents ont été invités au mariage et ils sont restés vivre au palais de la 3e avenue. Tout le reste de leur vie fut prospère. Et voilà. Nan, nan.